Alors, bonjour tout le monde. Euh, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement a commandé un rapport sur la formation, en fait, sur l'offre de formation collégiale, le rapport Demers. Et dans ce rapport Demers-là, il y avait un volet qui s'intéressait à la formation générale. Et ce que disait le rapport, d'un côté, c'est que il semblerait que les disciplines qui actuellement composent la formation générale, éducation physique, littérature, anglais, philosophie, ont rendu jusqu'à présent de bons services à la formation générale. Mais en même temps, après, le même rapport ajoute que ce qu'on enseigne serait déphasé. Est-ce que vous sentez que c'est déphasé ce que vous faites en éducation physique? C'est quelque chose qui nous a surpris parce qu'on a l'impression que justement, éducation physique, littérature, anglais, philosophie, c'est pas pour rien qu'on est de la formation générale. C'est que justement, on enseigne quelque chose qui n'est pas tout à fait quelque chose qui est de l'ordre d'une mode. C'est quelque chose qui, au fond, enfin, il me semble que avoir une bonne santé physique, des bonnes habitudes au niveau de la vie physique, bien maîtriser sa langue, la langue française d'abord, on vit en français, mais aussi on vit en Amérique du Nord et dans un monde où l'anglais est aussi une ouverture sur l'autre. Comment est-ce que maîtriser un peu les règles de la logique, de l'argumentation, mais aussi avoir quelques rapports, quelques repères éthiques. On a juste à penser à la commission Charbonneau, entre autres. En quoi est-ce que tout ça serait déphasé? Alors voilà, le rapport de Mers, avec cette affirmation qu'on serait déphasé, moi, m'a rendu un peu perplexe. Je me demande si, au fond, bon, ce que dit le rapport de Mers, c'est comme peut-être une vision trop étroite de la formation générale. Je me demande si de Mers, c'est pas une vision un peu trop large de ce que devrait être la formation générale. Et j'ajouterais à ça aussi, et il faut l'ajouter, il faut le répéter, comment est-ce que aussi le contenu de ce qu'on fait en littérature et en philo, pas juste la forme, la logique, la langue et tout ça, mais le contenu aussi, les grands classiques de la littérature et de la philosophie, comment est-ce que ça aussi, c'est fondamental? Et c'est un peu là-dessus aussi que je voudrais mettre l'accent dans mon exposé, parce que ça, il faut le réexpliquer à chaque génération d'élèves, d'étudiants qui se présentent à nous. Alors voilà, qu'est-ce que M. Demers dit? C'est qu'il devrait avoir plus de choix en formation générale. Les dernières rumeurs sont un peu floues, mais on voudrait, peut-être pour anglais, éducation physique, balancer ça avec des choix pour d'autres cours, d'autres disciplines, mais c'est aussi littérature et philo qui peuvent être divisés. C'est intéressant d'avoir des choix. On aime ça avoir du choix, non? Oui, moi aussi, j'aime ça avoir des choix. C'est un peu la logique de consommation. On arrive au supermarché, on veut avoir du choix. Mais bon, il faut réfléchir à cette idée de choix. Est-ce que ce qui est visé, c'est le plaisir ou est-ce que c'est le bien? Est-ce que ce qu'on vise, c'est le plaisir de nos étudiants, comme au supermarché, dans le monde de la consommation, ou est-ce qu'on vise leur bien? Est-ce qu'on vise le plaisir de la société ou est-ce qu'on vise le bien de la société? Ça me paraît une distinction importante, non seulement parce que déjà, on parle de plaisir, mais est-ce que vraiment le plaisir va être au rendez-vous si on laisse plus de choix aux étudiants? Mais par-delà ça, l'étudiant arrive au cégep et il choisit déjà son programme. Est-ce qu'il est apte, habilité à faire des choix éclairés dans ses choix de cours? Certains d'entre eux, oui. Mais on s'entend et on est un peu comme ça, nous aussi. Beaucoup d'élèves vont prendre des cours parce que le cours a la réputation d'être facile. Le cours parce que son ami prend ce même cours-là. Ou encore, je connais déjà la matière de ce cours-là, j'ai déjà fait du judo, donc je vais avoir une bonne cotère et donc je vais moins apprendre de choses que dans un autre cours où il y aurait... Enfin, vous suivez un peu le raisonnement, on sait un peu. J'ai fait un test à un moment donné, on me disait « offre plus de choix dans tes cours ». OK, je vais essayer. C'était dans un cours d'éthique pour des élèves de sciences humaines. Je leur ai dit « je vais leur laisser plein de choix de lecture. On va faire une semaine de lecture. Ils vont partir avec le recueil de textes, ils vont avoir plein de choix de lecture et à la fin, on fera un examen de lecture ». Et les étudiants ont systématiquement pris les deux textes les plus courts dans le recueil de textes, même si c'était deux problématiques différentes et que ça ne se croisait pas ensemble pour faire le travail final. À 70% d'entre eux ont pris les deux textes les plus courts, tout simplement. Alors, c'est intéressant d'avoir du choix, on aime tous avoir du choix, mais est-ce que c'est ça qu'on doit viser dans la formation générale? C'est un peu là que mon questionnement m'amène. Alors, ce que j'aimerais soutenir, au fond, c'est que et je vais parler davantage de philosophie, j'aimerais parler des 4 cours de la formation générale, mais je vais parler de ce que je connais le mieux. En quoi est-ce que ce serait une bonne idée de remplacer philosophie par une panoplie
de cours divers au choix. Je considère que la philosophie, tout comme les autres cours de la formation générale, ont un rôle différent. N'ont pas une même fonction que peut avoir un cours de biologie, de physique, de psychologie. Les différentes sciences, les différents arts, les différentes techniques, on fait quelque chose de différent. C'est ce que j'aimerais développer. D'abord, bon, pour faire une petite histoire courte, vous connaissez déjà un peu l'histoire. Au début, l'être humain se posait des questions, cherchait des réponses sur comment fonctionne le monde et quel genre de vie je devrais avoir et je devrais mener. Et au point de départ, il y avait des grands mythes qui expliquaient comment le monde fonctionnait. S'il y a un éclair qui tombe, ben c'est Zeus qui l'a lancé. Et puis, bon, on avait des réponses, mais c'était des histoires. Et il y a eu un moment, et on dit que c'est en particulier dans la Grèce antique, là aussi où les Olympiques ont été lancés. En Grèce antique, on s'est mis à essayer d'avoir des réponses en termes de concepts, des réponses fondées sur ce qu'on appelle la rationalité, plus que sur des histoires que nos ancêtres nous ont léguées. Et à partir de là, bon, on s'est mis à essayer de répondre donc en termes de concepts qui sont rationnels à comment bien vivre et à essayer de mieux connaître le monde. Et avec le temps, se sont développés à l'intérieur du grand giron de la philosophie des sciences particulières. Au point de départ, tout était philosophie. Réflexion sur la nature, réflexion sur le vivant, réflexion sur l'âme humaine, réflexion sur la société, tout était philosophie au point de départ. Et tranquillement se sont développés la physique pour essayer de comprendre les phénomènes naturels, la biologie pour essayer de comprendre le vivant, la psychologie pour comprendre le comportement, etc. Et ces disciplines-là sont devenues autonomes parce qu'elles avaient un objet précis qu'elles traitaient et des méthodes pour traiter ces problèmes-là. Et elles ont fait avancer la connaissance qu'on a de ces différents objets-là. Et en ce sens-là, bon, on a bénéficié du développement de ces différentes sciences-là. Mais il reste des questions que ces sciences-là ne peuvent pas traiter. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, parce qu'elles ont un objet précis et des méthodes précises pour arriver à des réponses justement précises. Et comment dire, c'est une question de bien délimiter son domaine, c'est une question d'humilité. Un scientifique sait là où est sa compétence et c'est là où il doit s'arrêter. Un jour, on a reçu Hubert Reeves en conférence et un élève a demandé à Hubert Reeves, « Monsieur Reeves, est-ce que Dieu existe? » Et Hubert Reeves de répondre, « C'est en dehors de mon champ de compétences. Je suis désolé. » Un bon scientifique, c'est délimiter le terrain où il est compétent, où il a des outils pour avoir des réponses précises. Mais quand on sort de ce terrain-là, là, le scientifique doit avouer en toute humilité, ben là, je ne peux pas répondre à cette question-là, ma science ne me permet pas. Et si j'y réponds, c'est plus à titre de physicien ou de biologiste. Et quel genre de questions se posent en dehors de ces champs-là, justement? Je peux en nommer un certain nombre qui déjà étaient posées à l'époque des Grecs. Platon, entre autres. Platon, dont le philosophe Whitehead disait que toute l'histoire de la philosophie n'est que note de bas de page à Platon. Platon a parti tous les grands débats en philosophie et on continue à discuter ensuite Platon. Et c'est pour ça qu'on fait relire Platon à nos élèves en philosophie 1. Des questions comme, par exemple, qu'est-ce que connaître? On dit qu'on connaît des choses, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on connaît quelque chose? Qu'est-ce que la piété? Dans un contexte où il y a des guerres de religion encore intenses dans le monde, où il y a des problèmes d'accommodement raisonnable au Québec, c'est quoi être pieux? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amitié? On a tous des amis dans la vie. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'amitié? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Quoi d'autre? Qu'est-ce que le sens de la vie? Qu'est-ce qu'apprendre? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qu'apprendre? On est des enseignants, vous êtes des élèves. C'est quoi apprendre? Quand on dit qu'on a compris quelque chose, qu'est-ce qu'on dit vraiment? Autant de questions, je pourrais continuer, mais de questions qui sont des questions fondamentales. Des questions qu'on se posait à l'époque des Grecs, qu'on se posait sans doute même avant, et qu'on se pose encore aujourd'hui, et qu'on va continuer à se poser, et qui vont toujours rester, et pour lesquelles la science ne peut pas avoir de réponse. Ça peut avoir des morceaux de réponse, ça peut avoir des faits qui peuvent nourrir notre réflexion, mais la science ne peut pas répondre à la plupart de ces questions-là, ou ne serait-ce que, enfin, parfois seulement partiellement. Alors voilà, chaque génération doit se reposer ces grandes questions fondamentales pour elle-même. On ne peut pas rester indifférent à ces questions-là. Je pense au philosophe Kant qui disait ça, qui disait qu'au fond, la science peut déterminer certaines choses, la science peut nous amener à connaître certaines choses, mais il y a des questions qu'on se pose, qu'on doit quand même si on ne peut pas les déterminer, même si on ne peut pas
avoir une connaissance. On doit quand même penser, on doit quand même réfléchir à ces questions-là et tenter de trouver des réponses qui ne seront pas des réponses scientifiques, mais qui sont quand même des réponses qui ne seront pas n'importe quoi non plus. Alors, c'est un peu... en fait, un cours de philosophie, c'est pas tant d'apprendre la philosophie, c'est pas un ensemble de contenus qu'il faut retenir à la philosophie. Kant disait plutôt qu'on n'apprend pas donc la philosophie, on apprend à philosopher. La philosophie, c'est plus une activité qui est là pour penser, pour réfléchir à ces questions-là pour lesquelles on ne peut pas rester indifférent. Et les réponses qu'on donne à ces grandes questions-là, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que le sens de la vie, qu'est-ce que la justice, etc., les réponses qu'on leur donne sont à la base de bien d'autres choses. Et comme elles sont à la base, on a une mauvaise réponse sur c'est quoi la vérité. Des théories scientifiques peuvent s'effondrer. Si on n'a pas une bonne réponse sur c'est quoi l'amitié, bien, nos relations interpersonnelles peuvent s'avérer des échecs. Si on n'a pas une bonne réponse sur c'est quoi l'amour, bien, vous risquez de vous ramasser célibataire, etc. Alors donc, de mauvaises réponses à ces questions-là qui sont à la base peuvent entraîner l'échec. D'où l'importance de se les poser et d'avoir des outils pour essayer de les traiter. Bon, on entend le préjugé populaire. Le préjugé populaire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à ces questions-là, que les réponses sont simplement personnelles, subjectives, relatives. Mais quand on s'y attarde comme il faut, on se rend compte qu'il n'y a pas 1 million de réponses à ces questions-là. Qu'est-ce que la justice? Est-ce qu'il y a 1 million de réponses à qu'est-ce que la justice? Non, il y en a grosso modo peut-être 5, on pourrait dire. La justice, c'est selon le mérite, ou c'est selon l'équité, ou selon l'égalité, ou selon la propriété, ou selon le besoin. Il y a à peu près 5 réponses à cette question-là avec des variantes. Et pour bien comprendre c'est quoi la justice, eh bien, on peut essayer de comprendre le débat qu'il y a entre ces 5 grandes compréhensions de la justice, et déjà, on comprend un peu mieux c'est quoi la justice. Sur d'autres problèmes, le problème de la guerre des religions, par exemple, il n'y a pas 56 000 réponses. Il y en a une dominante, c'est la tolérance. Maintenant, on peut débattre sur c'est quoi la tolérance, mais on a un point de départ. On a un débat qui est là et qui est déjà un peu circonscrit. Ou on peut avoir une autre réponse. Penser que moi j'ai raison, toi tu as tort, et parce que le problème de religion, ben tu incarnes le mal, et puis... Mais bon, c'est pas une réponse rationnelle. En termes de réponse rationnelle, on en a une, la tolérance. Donc, on ne veut pas dire qu'il y a 1 million de réponses à des questions fondamentales. Et même, il y a des mauvaises réponses. L'argent n'est pas une bonne réponse à la question du sens de la vie. Oui, c'est pratique d'avoir de l'argent. Mais l'argent, c'est un moyen qui peut te permettre d'atteindre certaines fins. Mais s'il n'y a pas une fin déterminée, ben, de l'argent pour de l'argent, ce n'est pas une réponse au sens de la vie. Le fascisme n'est pas une bonne réponse à la question du vivre ensemble, de comment vivre ensemble. La consommation effrénée n'est pas une réponse à comment vivre dans le monde, parce qu'à ce rythme-là, le monde, on est en train de le polluer, et quand on pollue le monde, et quand on fait partie du monde, on pollue qui? On pollue nous. En éducation physique, vous en êtes plus conscient peut-être plus que dans d'autres disciplines. La liberté, c'est pas de faire tout ce que je veux sans entrave. C'est pas ça la liberté. C'est pas une bonne réponse à la question de c'est quoi la liberté. Aimer, c'est pas posséder le corps de l'autre, le statut social de l'autre. C'est pas de l'amour, etc. Donc, sur des questions fondamentales, toutes les réponses ne se valent pas. Toutes les réponses ne sont pas que subjectives. Toutes les réponses ne sont pas que... Voilà, il y a des mauvaises réponses, il y a quelques bonnes réponses fortes, et c'est à l'intérieur de ça qu'on travaille en philosophie pour faire un bout de chemin, pour penser des réponses à ces questions-là qui sont incontournables. Donc, la philosophie, c'est pas juste apprendre une matière complexe. C'est confronter l'étudiant à sa vision des choses. C'est amener l'étudiant à une réflexion personnelle. C'est amener une conversion du regard, l'amener à développer peut-être de nouvelles aptitudes, de nouvelles attitudes, un nouveau regard sur les choses. La philosophie n'est pas simplement descriptive, elle est, on pourrait dire, normative. Elle ouvre à la dimension éthique, celle des valeurs, celle de la sagesse, celle de l'idéal. Elle est, avec la littérature et d'autres disciplines de formation générale, ce qui s'intéresse à la question du sens et de la finalité. On parlait justement hier de la rationalité instrumentale. Comment est-ce que la plupart des sciences nous donnent des moyens? La physique, la chimie, la biologie, la psychologie nous donnent des moyens. Mais des moyens qui tendent vers quoi? Quel est l'objectif qu'on se donne individuellement et collectivement? Les sciences n'ont pas de réponse à cette question de la finalité, du but qu'on se donne, de l'idéal. Et c'est en ce sens-là que ça prend quelque part des disciplines qui s'intéressent à ces questions-là, qui sont incontournables. Et la philosophie a cette fonction
dans le monde scolaire, de s'interroger justement sur les finalités, sur les buts qu'on se donne individuellement et collectivement. Et c'est en ce sens-là que la philosophie est proprement humaniste. Et on l'entend même chez nos étudiants. Nos étudiants nous disent, ben c'est intéressant, j'ai des cours de sciences. Et là, j'arrive en philosophie. En philosophie, on s'interroge sur c'est quoi la science, sur qu'est-ce qu'on fait avec la science, sur c'est quoi faire de la science. Il y a un recul. La réflexion, c'est quoi? Réfléchir, c'est quoi? C'est prendre du recul et d'essayer de pousser plus loin. C'est Frédéric qui faisait remarquer que quand on avance dans les études, on fait à la fin un doctorat. En anglais, on dit un PhD. Le PH, c'est quoi? C'est philosophie. On prend du recul par rapport à ce qu'on fait. Quand on fait un PhD en éducation physique, on prend du recul par rapport aux techniques qu'on enseigne en judo ou quelque chose comme ça. On prend du recul. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en philosophie, mais globalement avec l'ensemble des disciplines. Donc, l'importance des cours de philosophie aujourd'hui me semble donc d'autant plus vive qu'on est dans un monde, période de mondialisation, de changement constant, de crise des repères, de crise des valeurs, de crise de la culture. La religion n'est plus là pour nous dire comment penser. Si la religion n'est plus là pour nous dire voici les valeurs, voici les principes, il faut bien qu'on y réfléchisse ensemble. Et la philosophie est cette discipline, ce terrain où on y réfléchit ensemble. En ce sens, affirmer que la philosophie est déphasée, c'est un peu curieux. Je dirais qu'au contraire, elle est plus que jamais d'actualité dans un monde où on n'a plus, entre autres, la religion pour nous dire comment penser. Et eux, on se prend en main de façon autonome et on se demande, nous, qu'est-ce qu'on pense de ces grandes questions-là? Bien, il faut qu'il y ait un endroit où on y pense ensemble. La philosophie est là pour donner des outils et aussi pour mettre en place le débat pour qu'on puisse ensuite penser par nous-mêmes. C'est sûr que, comme n'importe quelle discipline, il y a des choses en philosophie qui peuvent être dépassées, mais en psychologie aussi, en physique aussi, en chimie aussi, en éducation physique aussi. Il y a des techniques comme qu'on n'enseigne plus parce qu'on s'est rendu compte que c'est des blessures. Oui, en philosophie, comme dans n'importe quelle discipline, il peut y avoir des morceaux de déphasés, mais ça, c'est le lot de n'importe quelle discipline. Il s'agit, chaque prof a comme travail de se tenir à jour et d'être à jour dans ce qu'il enseigne. Alors, donc, les questions qu'on pose en philosophie sont, à mon avis, incontournables. Et les grands classiques qu'on fait lire à nos élèves, parce qu'ils ont traversé l'épreuve du temps, ne sont pas juste un effet de mode, ils nous ramènent toujours aux principes fondamentaux, sont le meilleur outil qu'on peut avoir pour développer ces grandes questions-là. Bref, la philosophie joue un rôle différent dans le cursus scolaire que les différentes arts, techniques, sciences qu'on retrouve dans les autres cours. Et c'est en ce sens-là qu'elle est fondamentale et nécessaire si on veut continuer à qualifier notre système d'éducation d'humaniste. Bref, la philosophie est intemporelle et sera toujours d'actualité.